Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais partager avec vous les différents critères à bien regarder pour sélectionner ces ETF. C'est un support d'investissement qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, ce qui est très bien, mais il y a quelques erreurs à éviter et donc on va les voir ensemble. J'ai listé en creusant dans ma petite tête 11 critères à bien regarder, ça reste une liste non exhaustive, mais déjà si vous respectez cette liste, honnêtement il y a très peu de probabilité que vous tombiez sur un mauvais plan, ce sera normalement un bon ETF. Ce qui ne veut pas nécessairement dire un bon investissement, mais ce sera déjà un bon ETF, ce qui est un bon début. Et je vous ai ensuite noté quelques conseils en plus pour éviter des erreurs supplémentaires. Donc allons-y, je vais le faire en même temps que je vous énumérerai et expliquerai les critères. Et bien je vous montrerai sur Just ETF, qui est pour moi l'une des meilleures plateformes, l'un des meilleurs sites pour pouvoir étudier et sélectionner des ETF. Et bien je le ferai au fur et à mesure avec vous pour vous montrer où aller chercher les différentes informations. Donc vous pouvez même le faire en même temps que moi si vous voulez, pour vous familiariser avec l'outil ou avec un autre si vous préférez vous, un autre site. Alors, le premier critère que je peux vous donner pour commencer, c'est de vous diriger vers de bons indices de réplication. Donc, vous savez que les ETF vont répliquer un indice de référence, comme le CAC 40, le S&P 500, etc. Ne commencez pas, surtout au début, lorsque vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances en finance, n'allez pas vous diriger vers des indices inconnus, très opaques, on comprend pas trop ce qui réplique comme performance, non. Commencez simple, du World, si vous voulez vraiment que ça ce soit sport, du Nasdaq, du S&P, si vous voulez rester en France, du CAC 40, dirigez-vous vers des indices que vous comprenez, que vous connaissez, c'est vraiment le plus important. Et plus tard, lorsque vous commencerez à avoir des compétences et des connaissances financières, économiques, vous pourrez peut-être aller vous diversifier sur certains thèmes très spécifiques. Mais au début, soyez le plus simple possible et comprenez ce que vous faites, c'est très important. Donc nous, on va imaginer sur Just ETF qu'on va sur du World, le classique. Donc un ETF qui va répliquer l'indice MSCI World, qui tout simplement représente la variation de tout le marché boursier mondial des pays développés. Et on va investir en PEA, donc on va choisir un World PEA, on va taper les mots-clés. Alors ça va ramer un peu parce que j'ai quelques pages d'ouvertes en fond. Donc il y en a qu'un, c'est celui de iShares, donc la société de gestion de BlackRock, qui a été créé il y a pas longtemps. Il date d'avril, si je dis pas de bêtises. On va voir ça ensemble après. Mais on va partir sur celui-ci, et donc ça va être notre ETF de référence pour les prochains critères qu'on va étudier. Ensuite, en deuxième critère, la société de gestion. Dirigez-vous vers une société dont soit vous connaissez le nom directement, ça vous saute aux yeux, vous vous dites ok, j'ai déjà entendu ce nom, ou soit une société qui, quand vous faites des recherches, est reconnue. Elle a plein d'ETF, elle est mondiale, elle est dans un gros groupe. Vraiment, aller vers de gros trucs. Les plus connus, je pense que ça reste iShares, Amundi. Après, il y a Vanguard, va y avoir du Van Eck, il y en a quelques-unes, mais déjà iShares, Amundi, avec ces deux-là, vous avez déjà de quoi faire. Donc là, nous, on voit que c'est iShares, ça appartient à BlackRock, plus gros gestionnaire euh, de fonds du monde avec Vanguard. Donc déjà, on est sur du gros poisson, c'est pas mal. Ensuite, les frais de fonctionnement. Donc principalement, ça va représenter les frais de gestion. On les voit sur Just ETF, juste ici. Hop, attendez, je peux pas le sélectionner. Voilà. Ça s'appelle le TER, qui signifie Total Expense Ratio, et qui exprime tout simplement en pourcentage les frais annuels que vont prélever le fonds euh, sur, euh, sur votre capital. Donc là, 0,25%, c'est raisonnable, c'est une tranche qui est tout à fait convenable. On peut aller en fonction des ETF jusqu'à du 0,5, 0,6 pour des ETF un peu plus atypiques, on va dire. Mais là, on est sur des frais qui sont raisonnables, notamment avec une réplication swap qu'on verra un peu plus tard. Et dans un PEA, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va pouvoir regarder le volume du fonds. Qu'est-ce que ça nous permet de savoir? Ça nous permet de savoir est-ce que le fonds il est rentable pour la société de gestion et est-ce qu'il est liquide. Pourquoi rentable? Parce que vous voyez que là, le fonds nous prélève 0,25% de frais annuels. S'il prélève ça que sur 1 million d'euros,
Alors, autant vous dire qu'il est pas très rentable, hein, parce qu'il faut des gens pour gérer le fonds, faut faire de la pub, faut de la rétrocommission potentiellement avec des banques qui le vendent, etc. Il faut qu'il y ait des fonds pour qu'il soit rentable. Et ensuite, il faut qu'il soit liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où je veux sortir, bah, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui me rachète mes parts. Et le jour où je veux rentrer, si la part, elle vaut comme là 5,79 €, bah, j'ai pas envie de l'acheter 7 €. J'ai envie qu'il soit liquide, qu'il y ait un spread assez faible. Je ne vais pas rentrer en détail ici, mais retenez simplement qu'autour de 100 millions de, euh, de fonds sous gestion dans l'ETF, on estime que c'est bien pour qu'il soit à la fois rentable et liquide. Donc là, ça coche notre critère. Ensuite, on va regarder l'âge du fonds. Donc là, c'est un mauvais exemple que j'ai choisi parce que c'est un fonds qui est pas vieux du tout. Cette info, vous l'avez juste ici dans les informations générales. Le fonds, il date du 26 mars 2024. Donc il est vraiment pas vieux, il a moins d'1 an. Donc ça aurait été une société de gestion pas très connue, j'aurais dit ok, on fuit Next, on va chercher un autre ETF, pardon. Là, c'est une société de gestion très connue. J'ai confiance aux capacités d'iShares pour savoir répliquer un indice. Ils ont d'autres ETF sur lesquels on peut se baser pour vérifier qu'ils savent faire leur métier. Donc on va pas leur en tenir rigueur. Mais dans le cas d'une société de gestion un peu moins reconnue, ça aurait peut-être été un red flag, on serait allé chercher un peu plus en détail, mais on serait peut-être parti vers un autre ETF. Voilà, à prendre en compte, on y fait attention. Ensuite, l'information que vous allez pouvoir regarder, c'est la performance et ce qu'on appelle le tracking error, tracking difference. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tracking error, c'est la capacité de l'ETF à répliquer la performance journalière de son indice de référence. Néanmoins, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est surtout le tracking différence, c'est-à-dire sur une période assez longue donnée, quelle est, notamment annuelle généralement, quelle est la performance de l'ETF par rapport à la performance de son indice de référence. Donc est-ce que quand l'indice prend 2%, l'ETF prend 2%, ou est-ce que ça n'a rien à voir, il en prend 5 ou il perd 2? Donc pour regarder ça, il suffit de soustraire à la performance de l'ETF la performance de l'indice. Si on tombe sur 0, c'est parfait. S'il y a un peu plus, un peu moins, il faut voir l'écart qu'il y a, mais dans l'ensemble, ça doit tomber à peu près pareil. Alors pour ça, généralement, Just ETF, je crois qu'il ne le propose pas. Donc ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas une info, c'est que vous faites copier l'ISIN juste ici, qui est tout simplement le code de référence de l'ETF, et vous le copiez dans votre barre de recherche, et vous allez pouvoir aller sur le site de la société de gestion euh, et voir toutes les infos. Alors là, nous, on n'aura pas l'info parce que l'ETF, il est trop jeune pour avoir le suivi des performances, forcément. Donc on va aller sur un autre ETF. On va taper, on va aller sur le premier qui vient. Là, c'est un eShares, comme ça, c'est aussi un BlackRock. On va regarder. Hop, on va le laisser charger. Donc celui-là, il est beaucoup plus vieux. Il est de 2009. Donc là, on a une vraie représentation long terme. Je vais copier l'ISIN, le coller, hop, hop. Je voulais voir s'il y avait un site qui proposait directement les tracking difference, mais j'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave. On va directement aller sur voilà. Et là, vous allez pouvoir comparer directement visuellement dans l'onglet performance. Hop. Pourquoi je suis descendu manuellement? Je l'ai loupé. Ah voilà, oui, je l'avais loupé. Ok, donc là, vous voyez, vous avez l'onglet performance et en fait, vous avez tout simplement rendement total en vert et rendement de l'indice de référence en bleu. Et vous pouvez comparer annuellement, là en 2015, moins 0,8, moins 0,9. Ok, on est proche. 7,7, 7,5. 22,4, 22,4. 8,6, 8,7. Et vous voyez globalement, euh, moins 18, moins 18,1. On est extrêmement proche. Donc l'ETF a une capacité à, à répliquer à la longue, sur le long terme, son indice de référence. Moi, c'est surtout ce que je regarde. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent vraiment le tracking error plutôt en plus en détail. Moi, c'est surtout le tracking différent. Ce que je veux voir, c'est la capacité de la société de gestion par le biais de son ETF à répliquer la performance de l'indice sur le long terme. Parce que moi, je suis vraiment un investisseur long terme en ETF. Donc, c'est vraiment l'information que je recherche, quoi.
Ensuite, vous allez regarder les frais de négociation. Donc là, moi, je peux pas vous montrer ce qu'il en est avec Just ETF ou n'importe quel autre site puisque ça dépend de votre courtier. C'est votre courtier qui va ou votre assureur si c'est dans le cas d'une assurance vie qui va vous facturer des frais de négociation, des frais de courtage tout simplement pour souscrire à des parts de l'ETF. Donc là, faut regarder ce que propose votre courtier de ce point de vue-là et qui facture pas 3% par achat d'ETF quoi. Sinon, c'est beaucoup trop. Ensuite, la méthode de réplication. Alors là, je ne vais pas rentrer en détail. J'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description sur la réplication synthétique. Qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, réplication physique, l'ETF, la société de gestion dans le cadre de l'ETF détient vraiment les titres de l'indice qu'elle réplique. Donc S&P 500, elle détient une partie ou quasiment en fonction de ses totales ou partielles les 500 titres dans le cadre de l'ETF. Synthétique, elle les détient pas et elle utilise d'autres produits pour répliquer la performance. Je rentre pas plus en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo. Et donc si vous voulez absolument une réplication physique parce que ça vous rassure, ben vous avez tout simplement ici le mode de réplication. Là c'est une réplication par... Merde, je suis sur le deuxième ETF que j'ai recherché. On va retourner sur notre Word PEA. Hop, je me disais bien, échantillonnage, c'est pas bon. Alors, on va retourner sur notre ETF. Voilà, c'est une réplication synthétique, c'est-à-dire que l'ETF ne détient pas les titres de l'indice qu'il cherche à répliquer. Je rentre pas plus en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, sinon je sais que je vais m'étaler, je me connais, ça va durer des heures. Ensuite, la gestion des revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que la société distribue les revenus ou les capitalise? C'est simple. Si elle touche, vous avez la description ici, mais c'est simple, si elle touche des dividendes avec les parts de société qu'elle détient ou des intérêts si elle détient des obligues ou autres, est-ce qu'elle vous les distribue ou est-ce qu'elle les capitalise, c'est-à-dire qu'elle les réinvestit dans l'ETF? Là, vous voyez que c'est par capitalisation, c'est-à-dire qu'elle le réinvestit dans les parts de l'ETF. Donc ça vous évite de payer des taxes sur les dividendes, sur les intérêts, ce qui est vraiment cool si vous êtes un investisseur long terme. Par contre, si vous avez 60 ans et que vous rentrez dans une optique de distribution et que vous voulez toucher des revenus, mais là, il va falloir vous diriger vers des ETF qui distribuent, donc des ETF qui utilisent une méthode de distribution euh, des revenus, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je m'étale. Ensuite, l'éligibilité de l'ETF aux enveloppes fiscales. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans le cadre d'un PEA, par exemple, est-ce que l'ETF y est éligible? Et vous avez juste ici, éligible au PEA. Comment est-ce qu'il est éligible alors que c'est un Word et qui réplique des boîtes mondiales? Tout simplement grâce au swap. Je vous invite de nouveau à aller voir juste après celle-ci la vidéo sur comment fonctionnent des ETF swappés. C'est intéressant à comprendre et ça vous permet justement d'investir sur des indices qui ne devraient pas être dans des PEA. Et enfin, le risque de change, bien que plutôt mesuré dans le cadre des ETF, faut quand même le prendre en compte. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si vous investissez dans un ETF libellé en dollars, par exemple, ou dans une autre devise que la vôtre, et que l'ETF ne se couvre pas, ne se hedge pas face au risque de change, vous avez un risque que le dollar perde toute sa valeur par rapport à l'euro, même si c'est un risque extrêmement minime, et que donc le jour où vous rachetiez, vous rachetez des dollars qui valent plus rien par rapport à votre monnaie de référence qui vous est l'euro. Vous avez ici sur Just ETF monnaie du fonds euro. Donc là, nous, dans notre ETF, on s'en fout, hein, on est libellé en euros et nous, on vit en euros si on est en France. Donc, il n'y a pas de risque de change. Mais si jamais il y en a un, par exemple, qu'un jour vous voyez monnaie du fonds USD et que ça vous fait peur d'avoir un fonds libellé en dollars, vous avez risque de change non couvert contre le risque de change. Et vous avez des fonds qui sont couverts face à ce risque. Donc voilà. Ça reste un risque extrêmement minime, surtout que la plupart des ETF sont libellés dans
la monnaie des entreprises qu'ils répliquent, donc généralement c'est US, on va pas se le cacher, pour la plupart des gros ETF, donc généralement c'est en dollars, donc le risque est assez minime. Donc voilà pour les 11 gros critères à regarder, et pour les quelques conseils que j'avais à vous partager, les voici. Le premier, c'est de faire très attention avec les ETF à effet de levier. L'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Je t'invite à t'abonner parce que j'ai une vidéo qui est prête là-dessus, qui sortira soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je pense. Donc je t'invite à t'abonner, à activer les notifs. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour ceux qui savent ce que c'est, faites très attention au bêta slippage, c'est-à-dire qu'il y a un gros biais avec les ETF à effet de levier qui est l'importance du moment où on investit. Il faut vraiment que sur la période court terme, après qu'on ait investi sur un ETF à effet de levier, que la pente soit haussière. C'est-à-dire que si juste après avoir investi, vous prenez un énorme crash, un moins 30, moins 40%, la remontée elle va être très très dure. Très 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 dure et très 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 longue potentiellement. Donc il y a vraiment un effet où les jours et les semaines qui suivent votre investissement, surtout si vous êtes en lump sum, donc que vous investissez tout d'un coup, ça va être très important. Donc vraiment, il faut comprendre ce risque. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement sur le bêta slippage pour que ce risque soit bien compris. Mais voilà, faites attention avec les effets de levier et ça vaut pour tous vos investissements financiers. Ensuite, comprenez bien que multiplier les ETF ne signifie pas être diversifié. Je vous ai fait un petit graphe là-dessus sur Zone Bourse. Voici la comparaison de 3 ETF, de 3 indices, le MSCI World, le S&P 500 et le Nasdaq 100, sur un an. Vous voyez bien que, alors oui, il y a une différence de rendement au final, de quelques pourcents, mais quand ça monte, tout monte, quand ça descend, tout descend. Si je mets sur 3 ans, c'est pareil. Si je mets sur 5 ans, c'est pareil. Alors oui, la performance finale n'est pas la même, mais le mouvement global, le sentiment de marché global est le même. C'est-à-dire que quand l'un monte, les autres montent, quand l'un descend, les autres descendent. Donc ne vous dites pas que parce que vous avez 4 ETF, un CAC 40, un S&P, un World et un Nasdaq, que vous êtes diversifié. Non. Dans les 4 cas, les marchés actions bougent ensemble, vous n'êtes pas diversifié. Notamment que là, dans le cadre de nos 3 indices, finalement, c'est les 10 plus grosses boîtes du Nasdaq qui font bouger le Nasdaq, c'est les 10 plus grosses boîtes du Nasdaq qui font en grande partie la perf du S&P, et c'est les 10 plus grosses boîtes du Nasdaq qui font en grande partie la performance du World. Donc en fait, même dans le World où il y a plus de 1400 boîtes, vous êtes exposé à 25% aux 10 plus grosses boîtes du Nasdaq. Donc vous voyez, la diversification, elle est extrêmement moindre. Alors oui, à la limite, ça va diminuer votre drawdown, c'est-à-dire l'intensité des baisses que vous subissez, mais les variations, le sens de variation restera le même quand tout monte. Quand un monte, les autres montent, et inversement pour la descente. Donc voilà, faites attention à ça. Ne vous dites pas que vous êtes diversifié en achetant beaucoup d'ETF. Il faut aller plus loin que ça dans la recherche, quoi. Ensuite, étudiez les ETF que vous voulez cibler, sur lesquels vous voulez investir, avant de choisir votre courtier, pardon, ou votre assureur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en train de vous intéresser au fait d'investir et que c'est pas encore fait, choisissez vos ETF avant de choisir le courtier sur lesquels vous alliez l'acheter. Parce que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, et moi le premier au tout début de mes investissements, de comparer les courtiers, choisir un courtier, et après vouloir investir sur un produit, et merde, le courtier il a pas le produit, ou alors les frais ils sont élevés pour ce produit-là. Donc non, faites les choses dans l'ordre, c'est plus intéressant. Ensuite, appréhender correctement le risque de volatilité, le risque de perte en capital, hein, d'un point de vue plus global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on est dans une période d'euphorie où le S&P a fait quasiment 30 ans sur un an, en 2024, 30% sur un an, pardon, en 2024, qu'il faut se dire que vous êtes prêt à prendre tous les risques, que vous n'avez pas peur de manger une volatilité de moins 50%. Non, écoutez pas les biais de votre cerveau, soyez consciencieux, prenez du recul sur ce que vous faites. Il y a beaucoup de personnes qui en ce moment vont sur du Nasdaq x3 en se disant non mais ça fait que monter, et moi de toute façon j'ai pas peur de la volatilité, et le jour où il va y avoir un moins 20%, ils paniqueront, ils vendront. C'est sûr. Donc investissez ce que vous êtes prêt à perdre, investissez avec la volatilité que vous êtes prêt à subir. Si vous n'êtes pas prêt à subir un moins 70%, allez pas sur du Nasdaq à effet de levier, d'accord? Restez sur du World,
du S&P 500. Voilà. Ne vous laissez pas entraîner par l'euphorie du marché, c'est surtout ce que je veux dire. Ensuite, définissez et respectez un plan d'investissement en amont de votre investissement et respectez-le. Si vous vous dites, je fais un DCA de 200 euros par mois tous les mois pendant 20 ans, vous faites un DCA de 200 euros par mois tous les mois pendant 20 ans. C'est pas parce qu'un mois les marchés vont mal que vous prenez peur et vous investissez pas. Et c'est pas parce qu'un mois les marchés sont ultra euphoriques que vous claquez votre livret A pour tout investir d'un coup. Non, vous avez défini un plan, vous le respectez. Ensuite, ne sous-estimez pas les frais. J'ai fait une vidéo sur les frais sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Vous verrez à quel point ça casse la spirale positive des intérêts composés. Donc vraiment, c'est les frais, c'est vraiment la... Warren Buffett, j'ai plus la phrase exacte, mais disait, voilà, en gros, la rentabilité, on n'est jamais sûr, mais les frais, ils seront toujours au rendez-vous. Donc, euh, on ne sous-estime pas l'impact que peuvent avoir les frais, on les prend vraiment en compte dans nos choix d'investissement. Ensuite, comme pour tous vos investissements, comprenez les ETF dans lesquels vous investissez. N'allez pas vers un ETF qui vise à répliquer la performance des entreprises qui font de la recherche contre l'obésité ou le bio-pharma, des trucs assez niches, si vous ne comprenez pas. Cherchez vraiment à aller en profondeur, à comprendre quelle boîte ça réplique, sur quelle boîte est investi l'indice, enfin, quelle boîte permettent la performance de l'indice, etc. Allez, faites vos recherches en profondeur et comprenez bien ce dans quoi vous investissez. Et ça vaut dans tout, hein, les ETF comme pour tout. Et enfin, ne pas attendre l'alignement des étoiles pour investir. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît tous des personnes qui vont nous dire aujourd'hui j'achète pas, c'est trop haut, et le jour où ça va baisser, j'achète pas parce que c'est trop risqué, il y a trop d'incertitudes, et aujourd'hui j'investis pas parce que j'attends je ne sais quoi. Non, il y a un moment, si vous voulez investir, faites-le. Je dis pas d'y aller comme des gros bourrins à tout mettre d'un coup alors qu'on est à des sommets. Allez-y intelligemment, mais rentrez dans le marché petit à petit. Euh, Aussi, habituez-vous à la volatilité, habituez-vous à comprendre les termes, comprendre le monde dans lequel évolue la finance au sens large, hein, parce que aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous avez 18 ans, c'est une mine d'or d'être là à 18 ans. Pourquoi? Parce que, ah oui, vous avez peut-être que 40 euros à investir, mais en investissant 40 euros aujourd'hui, vous allez faire des erreurs que vous ferez plus quand vous aurez 50 000 euros. Vous allez appréhender le monde financier, le monde de l'investissement au sens large. Vous allez comprendre qu'il faut prendre des risques pour obtenir un rendement. C'est tout simplement une mine d'or. Moi, au début, hein, tout ce que j'ai investi au début, j'ai perdu une grosse partie. Parce que je faisais toutes les conneries du monde. J'ai essayé d'attraper des couteaux qui tombaient. J'ai investi sur des supports avec beaucoup trop de frais. J'ai investi à des mauvais moments, etc. Mais ça m'a permis d'arriver à 22-23 ans et d'avoir un bagage de compréhension énorme, alors que si j'avais fait ces erreurs à 40 ans, je les aurais fait avec des sommes beaucoup plus grosses, je me serais dégoûté de l'investissement et j'aurais arrêté d'investir, j'aurais tout mis sur mon livret A et basta. Là, au moins, en vous y mettant le plus tôt possible, même si vous avez 40-50 ans, prenez, euh, commencez. Même si c'est avec 50 balles parce que vous n'avez pas confiance, commencez. Habituez-vous, comprenez les rouages et ça ne pourra que vous servir à long terme. C'est vraiment le message sur lequel je voulais vous laisser sur cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets de vidéos que vous souhaiteriez que je traite prochainement. Je me ferai un grand plaisir, ou si vous voulez échanger un commentaire, de même, je me ferai un grand plaisir avec vous. Je suis ouvert au débat, ouvert aux discussions et aux conseils si je peux en donner, parce que je connais la réponse à la question que vous posez. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à une prochaine vidéo.